Tu me croirais si je te disais que l'effet de serre est indispensable à l'humanité? Eh ben dans cet épisode, je vais t'en faire la démonstration. C'est parti! Bienvenue dans l'émission où on parle géographie, géologie sur fond de rock'n'roll en toute simplicité et avec efficacité. Le changement climatique fait partie de l'actualité à peu près tous les 15 jours. Et encore, si le temps qui lui était consacré était calculé en fonction de son importance, on en parlerait certainement plus, beaucoup plus. Alors, on a le changement climatique, l'effet de serre, on pourrait finir par ne plus s'y retrouver. Et avant de répondre à la question qui fait l'objet de cet épisode, il me semble quand même important de t'expliquer ce que c'est. L'effet de serre est provoqué par la présence dans l'atmosphère de gaz à effet de serre ou GES. Captain Obvious, bonjour. Ils sont au nombre de 6. Il y a le CO2, le CH4, c'est-à-dire le méthane, le N2O, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés, l'ozone et aussi la vapeur d'eau. What? Pas de panique, la vapeur d'eau, même si elle fait partie des gaz à effet de serre les plus puissants, ne contribue pas au changement climatique car sa quantité présente dans l'atmosphère est relativement constante. S'il y a un surplus de vapeur d'eau, il sera absorbé par les océans. Les gaz à effet de serre sont présents en très petite quantité dans l'atmosphère. Si tu prends un volume d'air, peu importe lequel, il représente moins de 1% de ce volume. Et pour te donner un chiffre précis, la concentration en CO2 est proche de 400 ppm. What do you mean? ppm signifie partie par million. Son objectif est d'exprimer une quantité par rapport à un total, un peu comme les pourcentages ou les pour 1000, que tu connais sans doute un peu mieux. Donc 400 ppm, ça vaut 400 sur 1 million, ce qui vaut 0,04%. Donc en moyenne, le CO2 représente 0,04% de l'atmosphère. C'est très peu, et pourtant, c'est suffisant pour impacter le climat. Il ne faut pas perdre de vue que les gaz à effet de serre ne sont pas tous aussi puissants les uns que les autres. Il suffit de regarder le tableau à droite de l'écran. On peut constater que le CO2 est le moins puissant d'entre tous, évidemment. Ensuite, on a le CH4 qui est 25 fois plus puissant. Après, on a le N2O, c'est-à-dire le protoxyde d'azote, qui est 298 fois plus puissant que le CO2. Alors pour ce qui est des gaz fluorés, ça peut varier entre 1000 et 22 000. C'est-à-dire qu'on a certains gaz fluorés qui peuvent être 22 000 fois plus puissants que le CO2. Bonne nouvelle, tous les gaz à effet de serre finissent par disparaître. Mauvaise nouvelle, ça peut prendre longtemps. Il suffit de voir le tableau suivant tiré du blog de Jean-Marc Jancovici. Alors pour le protoxyde d'azote et le CO2, il faut compter une centaine d'années pour se débarrasser de la moitié du surplus. Pour le méthane, ça va un petit peu plus vite, il ne faut qu'une quinzaine d'années. Par contre, pour les gaz fluorés, cela peut prendre plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire que c'est très long. Et qu'il ne faut pas, du coup, miser là-dessus pour résoudre le changement climatique. Maintenant qu'on est au clair, c'est parti pour une explication, et pour ça je vais m'aider d'un schéma pour être certain qu'on se comprenne bien. Ce que tu dois garder en tête, c'est que 99,7% de l'énergie reçue par la Terre provient du Soleil. L'énergie géothermique est tout à fait insignifiante. D'ailleurs, pour rappel, les rayons du Soleil peuvent être considérés comme parallèles entre eux. Si tu veux plus d'explications, tu peux aller voir cette vidéo dont le lien va s'afficher. Donc tout ce que je viens de te dire, c'est le point 1 du schéma. Alors ensuite, il y a 2-3 chiffres et 2-3 ordres de grandeur à retenir. Environ 30% des rayons du Soleil sont réfléchis par la couverture nuageuse et 20% sont absorbés par l'atmosphère. Ce qui veut dire que 50% de l'énergie solaire atteint la surface de la Terre et contribue à la réchauffer. Donc il faut bien être attentif à ça, ce sont des ordres de grandeur. Et comme avec tous les ordres de grandeur, il faut rester prudent. Donc la quantité d'énergie solaire par mètre carré n'est pas constante dans l'espace et dans le temps. Elle sera plus importante à l'équateur qu'au pôle, par exemple. Et la raison est simple, les rayons sont plus concentrés à l'équateur et beaucoup moins au pôle, et donc la quantité d'énergie par mètre carré est tout simplement plus importante à l'équateur. Ensuite, la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre est largement influencée par la durée d'ensoleillement qui peut varier énormément aux latitudes plus élevées. Retiens juste que la situation est plus complexe, mais que ces ordres de grandeur suffisent pour comprendre le fonctionnement de l'effet de serre. Alors, ce qu'on vient de dire là, jusqu'à présent, ça concerne les étapes 1, 2, 3. Alors, la Terre émet aussi du rayonnement, mais étant donné qu'elle est moins chaude que le Soleil, le rayonnement sera principalement de l'infrarouge thermique. Alors, pour info, la température moyenne de la Terre est de 288 degrés Kelvin, c'est-à-dire environ 15 degrés Celsius. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler d'effet de serre.
Le rayonnement infrarouge est capturé par les gaz à effet de serre pour être renvoyé vers la Terre. Donc environ 80% des infrarouges sont renvoyés vers la Terre alors que 20% sont perdus dans l'espace. Et ça apporte un surplus d'énergie à la Terre qui est très très important. Mais que se passerait-il si cet effet de serre n'existait pas? Alors, pour te donner des chiffres, il faut savoir que le rayonnement solaire apporte environ 168 watts par mètre carré, alors que le rayonnement infrarouge apporte 330 watts par mètre carré. Donc c'est bien la preuve que c'est quand même important. Si cet effet de serre n'existait pas, on pourrait s'inquiéter. Et ça, je t'en parle dans le point suivant. En fait, s'il n'y avait pas d'effet de serre, nous ne serions pas là pour en parler. En fait, il faut savoir que sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius contre 15 degrés Celsius actuellement. Donc la planète serait probablement une planète de glace et la vie telle qu'on la connaît n'aurait pas pu se développer. We're all good, dog. C'est pas aussi simple. Le changement climatique que l'on subit actuellement n'est ni plus ni moins qu'un renforcement de l'effet de serre. Mais il y a déjà eu des phases de réchauffement par le passé. Au Crétacé notamment, il y a eu des phases de réchauffement. D'ailleurs, à l'époque des dinosaures, il y avait des concentrations en CO2 plus importantes. Je pense que ça, on le sait actuellement. Mais il faut distinguer deux choses importantes. Il y a l'intensité et la vitesse du changement. Et c'est bien la vitesse qui pose problème. Il faut savoir que le changement climatique, c'est-à-dire que le renforcement de l'effet de serre qu'on connaît actuellement, est 100 fois plus rapide que ce que la Terre a pu connaître. Et le problème en fait vient de là, c'est la rapidité du phénomène qui pose problème. Actuellement, nous savons que nous avons jusqu'en 2030 pour inverser la donne. Autant dire que c'est très court et que nous sommes déjà très très en retard. Cela nous laisse environ 8 ans. Alors, si le changement climatique avait été 100 fois moins rapide, cela nous aurait laissé 800 ans. Et donc l'adaptation aurait été beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile. Ici, nous sommes dos au mur, et c'est bien la vitesse du changement climatique qui pose problème, donc la vitesse de renforcement de l'effet de serre. Et la civilisation humaine a clairement montré que l'adaptation n'était pas son fort. Nous sommes extrêmement vulnérables aux aléas et aux changements, et s'il y a bien un truc qui nous l'a montré, c'est la crise du Covid. Donc oui, l'effet de serre est indispensable à la vie sur Terre, mais son renforcement trop intense et trop rapide risquerait vraiment de nous rendre la vie insupportable, voire de rendre la vie impossible. Et soyons clairs, la Terre, elle s'en remettra. Nous par contre, l'humanité, c'est une autre histoire. Afin de ne pas te laisser désespérer face au changement climatique, je voudrais te dire ceci. Les solutions existent et sont connues. Le GIEC a publié un nombre incalculable de rapports. Le Shift Project en France a aussi produit un rapport de transformation de l'économie française. La Convention citoyenne en France a créé un rapport reprenant 150 mesures. Il y a aussi le rapport Meadows qui date des années 70. Donc en fait, on sait quoi faire. Il y a des solutions. Mais ça bloque, ou du moins les blocages viennent tout simplement des prises de décision et des lieux de pouvoir. Je pense au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir financier. Pour reprendre la phrase d'une série intitulée « Effondrement » produite par Canal+, il faut l'équivalent d'un effort de guerre pour s'attaquer au changement climatique. Pas un effort de guerre qui consiste à balancer des bombes ou à envoyer des chars comme on le fait depuis 100 ans. Ça, on le fait déjà très bien. Mais un effort de guerre qui consisterait à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer une transition radicale vers un système durable, mais un système vraiment durable. Je ne parle pas du greenwashing habituel. Pour le moment, la transition énergétique, ou même la transition écologique, elle n'a pas encore débuté. Mais il faut que tu gardes à l'esprit qu'on a les moyens de le faire, et donc il faut garder espoir, et je voudrais même te donner une source d'espoir supplémentaire. Résoudre le problème du changement climatique, ou du moins s'y adapter, parce que maintenant c'est tout ce qu'on peut faire, nécessite une véritable révolution. Eh bien, les révolutions ont toujours été imprévisibles. Que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou le printemps arabe, personne ne l'avait vu venir. Même si rien ne se passe pour le moment, ou même si tout le monde semble un peu tétanisé, il y a toujours ce mince espoir que quelque chose ne se passe, parce que toute révolution, toutes les révolutions, étaient imprévues. C'est un peu le message que je voulais faire passer ici. Si t'as aimé, si t'as appris, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu. Alors, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne, et déjà, bienvenue. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être là, surtout ceux qui sont là depuis très longtemps. Alors n'hésitez pas à partager ou à commenter la vidéo, c'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir mon travail. Et j'insiste, c'est vraiment très important à partir du moment où c'est sincère. Tu peux écrire le hashtag Climate Change en commentaire. N'oublie pas que la curiosité est plus une qualité qu'un défaut, tout dépend de comment tu l'utilises. À bientôt pour de prochains épisodes, à plus!